Le MEDEF tape du poing sur la table tandis que le 17e gouvernement est toujours sans président depuis 100 jours. Pour l'organisation patronale, il est temps qu'un président soit élu pour mener les réformes de fond qui doivent sauver des entreprises, comme le plan d'Ocamo. Le système de santé n'a plus de sous, ne peut plus payer. Et donc, par effet cascade, nous ne sommes pas payés, ce qui nous cause de gros soucis, puisqu'aujourd'hui, on est obligé de se refinancer avec des partenaires bancaires pour pallier justement à ces défauts de paiement de l'administration. Le Medipôle accumule 1,5 milliard de francs de dette auprès de ses prestataires privés, selon le MEDEF. Alors, quand l'autorité de la concurrence, dans un rapport récent, rappelle à l'ordre les entreprises sur leur retard de paiement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce qui est un peu compliqué, c'est que les entreprises sont sanctionnées, alors qu'en même temps, aujourd'hui, le plus mauvais payeur, ce sont les collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie. Le problème, il est financier avant tout. La Nouvelle-Calédonie s'endette parce qu'aujourd'hui, les réformes structurelles qui sont absolument nécessaires pour la survie de notre système public ne sont pas prises. Et évidemment qu'à un moment donné, il va nous falloir des institutions en état de fonctionnement qui permettent de mettre en œuvre les réformes. Le plan d'Ocamo, il est décidé depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, on n'attend plus que sa mise en œuvre. Le MEDEF a demandé auprès du Congrès un moratoire sur les délais de paiement du secteur public. Le 14 mars 1891, la France australe annonce dans ses colonnes l'arrivée du vapeur français, le Chéribon. Parti de Marseille, le bateau a fait escale à Haiphong et Saigon, le nord du Vietnam actuel, avant de rejoindre la Nouvelle-Calédonie. À son bord, on recense près de 800 Indochinois. Parmi eux, 41 sont des engagés, le reste sont des condamnés. S'ils sont amenés en Nouvelle-Calédonie, c'est avant tout pour travailler. À cette époque, les deux grandes sources de main-d'œuvre sont issues du Bagne et du Vanuatu, anciennement appelées les Nouvelles Hébrides. Mais cette main-d'œuvre est considérée comme chère et peu productive. C'est ce qui va pousser les maisons Baland et de Grélan à demander au gouverneur d'Indochine, ancien Vietnam, d'autoriser l'envoi d'Indochinois vers la Nouvelle-Calédonie. Cependant, à leur arrivée sur le territoire, tout ne se passe pas comme prévu. En raison du voyage, certains Indochinois tombent malades, voire décèdent. À cela s'ajoute le racisme dont sont victimes les Tonkinois. Une méfiance à leur égard s'installe alors au pays, d'autant que la majorité des engagés sont des condamnés. Finalement, ce n'est qu'en août 1892 que tous auront un contrat d'engagement. Certains d'entre eux seront employés dans des chantiers agricoles et d'autres dans des mines. Comme à Népouy, où les travailleurs indochinois participeront à la création de la mine Bernem. Aujourd'hui, cette histoire vieille de 130 ans est commémorée chaque année par la communauté vietnamienne du pays. Selon le dernier recensement de 2019, il serait environ 2230 en Nouvelle-Calédonie. Vous venez à l'école pour être en sécurité, pour être pris en charge, pour recevoir des enseignements et pas autre chose. Donc là, on est sur un terrain que nous allons retravailler, c'est-à-dire le respect de l'autre, les gros mots, les bousculades, les insultes, les sodas, les cigarettes, il faut le dire, tout ça n'a pas lieu d'être. Le principal du collège a souhaité rappeler quelques règles du règlement intérieur auprès de ses élèves attentifs. Mais c'est aussi l'occasion d'évoquer que cet établissement reste un lieu de vie agréable où la majorité des élèves réussissent leur scolarité dans de bonnes conditions, comme le souligne Pascal Barthes, professeur de sport. Au collège Wani à Wailou, où je suis depuis 5 ans, je me sens pas du tout en insécurité. Quand je viens tous les matins, je viens avec plaisir et avec le bon état d'esprit que certains de mes élèves peuvent avoir. Certes, il y a des élèves avec qui ça ne se passe pas forcément bien, mais on trouve les solutions et on gère au cas par cas. Mais dire qu'on est en insécurité au collège est exagéré, quoi. Voilà, tout simplement. L'équipe mobile de soutien mise en place par le vice-rectorat s'est rendue sur place afin d'apporter une écoute aussi bien auprès des élèves que le corps enseignant. Nous, au niveau de l'équipe mobile de soutien, nous suivons tout ce qui est de l'ordre des incivilités, des violences dans les établissements. On n'a pas d'intervention comme celle-ci régulière, heureusement. Pour autant, effectivement, ça peut arriver. Et à ce moment-là, notre rôle est d'être en appui et dans l'accompagnement. Un incident exceptionnel pour des mesures exceptionnelles. L'objectif reste toutefois de maintenir un bien-être des élèves et des professeurs pour permettre un retour à l'équilibre et poursuivre la réussite scolaire
scolaire des élèves au sein de cet établissement. Vous faites le vaccin pourquoi par esprit civique ou parce que vous avez l'intention de partir Bon, esprit civique, je pense que c'est bien que ouais. tout le monde se fasse vacciner. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des petites vagues de doute par rapport à la science ou certaines choses. Moi, je reste assez confiant là-dessus. Je trouve que c'est un bon acte à faire. Désormais, les centres de vaccination contre la Covid-19 sont accessibles dès l'âge de 16 ans. Objectif, vacciner à terme la majorité de la population. Hier, on a vu à peu près 150 personnes et il y en avait une cinquantaine qui est venue pour la première fois, et dont une grande majorité de jeunes. Le pôle sanitaire du Nord dispose de suffisamment de vaccins. Pour le docteur Collin, un chiffre à atteindre, celui de 60% de vaccinés. On a vacciné pour l'instant que 10% de la population totale. Si on vaccine que les sujets à risque et que les plus de 60 ans ou les gens qui ont des comorbidités, on n'arrivera jamais à 60 et le virus circulera toujours. Il faut qu'on arrive à créer un mur devant le virus pour qu'il ait du mal à se propager et à faire d'autres victimes. Et il n'y a qu'en vaccinant le maximum de gens qu'on y arrivera. C'est vrai qu'il y a une petite vague pour ou contre là-dessus. Moi, je reste très pour. Je trouve qu'on a la chance sur le territoire de pouvoir se faire vacciner très facilement. On a la chance de ne pas avoir le Covid sur le territoire, donc ce serait bien peut-être de garder cette chose-là. On a la chance de préserver ça. Rappelons que le vaccin est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme pour prendre rendez-vous. Pour les mineurs, l'autorisation parentale est obligatoire. Tac. Cherchez loin. Bam. Tout. Et loin. Tac. Boum. Tac. Amen. Tac. Et là. Là. Tête. Tête. Boum. 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 Et là. Tac. Tac. Et là. Donc en fait il y a du rythme, donc de la parole aussi et du mouvement. Donc en fait c'est l'idée de réunir un peu ces trois choses-là et puis de créer aussi l'interactivité entre les musiciens et les danseurs. Il y a un passage où j'aimerais bien, tu vois, le premier, c'est juste l'eau en fait qui coule. Tac, 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 pam, 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 pam. Voilà. Après c'est là où il y a toute une idée, voilà, de tourner. Nous, notre travail, c'est tout l'apport musical, l'apport sonore qui va aider les danseurs à composer dessus. Il y a juste la thématique, on travaille sur la transmission. Et donc du coup, c'est tout en création, ça fait qu'on apporte la matière sonore, lui il compose avec le mouvement aussi. Et ça fait que là, on est en train de faire la cuisine, quoi. Maintenant, on ne prend plus le temps de transmettre, c'est-à-dire qu'on est tellement préoccupé parce que c'est notre démarche aussi de vouloir transmettre, mais c'est vrai que finalement, on court. Ça reflète la société d'aujourd'hui, de courir et de toujours courir après le temps. Là, le fait de pouvoir faire des résidences un peu partout dans la Nouvelle-Calédonie, un peu au nord, un peu aux îles, un peu au sud aussi, certainement qu'on va prendre des énergies différentes. C'est ce qui va amener certainement une nouvelle écriture, de nouvelles idées, je pense. Amen. Voilà. Thérèse est éducatrice au collège de Tieta depuis 27 ans. Suite au redressement judiciaire qu'a connu la FELP et l'ASE en 2018, des changements drastiques ont été opérés. Les heures de travail des éducateurs ont réduit, ils sont désormais rémunérés à 75% de leur salaire. Jusqu'à l'année dernière, ils étaient 6 éducateurs, répartis en internat et en externat. Cette année, le personnel encadrant a encore réduit. Cette année, on n'est plus que 4 et on nous demande de faire les deux, internat et externat. Chose que nous, on ne peut pas assurer parce que quand tu fais la nuit, après tu as quand même 24 heures de repos, quoi, pour revenir. Mais là, on essaye de tourner à 4, mais là on assure que les heures de l'internat. L'externat, c'est un peu compliqué. Là, ce que je fais, là, c'est en plus, mais ce n'est pas payé. Si on peut mettre quelqu'un à mi-temps à l'externat, ce serait bien. Les professeurs assurent eux aussi la surveillance des élèves. Ici à la descente du bus, durant les heures d'études ou les récréations. Un sentiment de ras-le-bol se fait sentir chez le personnel enseignant. Il pointe du doigt
Une mauvaise gestion de la situation par la direction de la FELP et de l'ASE. Tout le monde en a marre de cette situation-là. Aussi bien les éducateurs que nous, professeurs, parce on sort de nos heures de cours pour venir encore en salle d'études pour assurer les études. Ce sont nos élèves, hein. Il n'y a pas de souci pour ça, mais c'est la gestion en fait de cette situation-là qui dure depuis le début de l'année, qui commence à être pesante et très agaçante pour tout le monde. On demande que la direction fasse son travail et puis qu'elle assure le salaire des éducateurs derrière, qu'elle soit un peu plus présente, qu'elle se mette un peu à l'écoute des problèmes qu'on a dans les établissements. Les parents sont également très impliqués. Certains prennent de leur temps pour assurer bénévolement la surveillance des élèves. La caisse locale de retraite sauvée pour 2 ans, le plan d'urgence voté par les élus du Congrès ce matin doit éviter au régime la cessation de paiement, le temps de mettre en place les réformes de fond. D'ores et déjà, les cotisations seront revues à la hausse, plus 1% sur les salaires des fonctionnaires en activité, plus 2% sur les contributions employeurs. Les retraités devaient eux aussi mettre la main à la poche, plus 0,5% sur leur pension, mais l'éveil océanien a déposé un amendement pour supprimer cette mesure. L'objectif, épargner les petites pensions inférieures à 200 000 francs mensuels, une première victoire pour le gouvernement. Donc satisfait parce que ça nous permettra d'avoir une visibilité sur 2 ans. Moi je n'étais pas pour l'amendement, mais Mme Falayo l'a motivé. Puis je crois qu'elle l'a touché, le cœur des élus du Congrès. Et puis ça m'avait l'air de bon sens. Donc ça nous permet d'établir maintenant sereinement un plan sur le moyen terme, sur les mesures difficiles qu'il faudra mettre en œuvre avant la fin de l'année. Pour l'heure, les premières mesures satisfont la Fédération des fonctionnaires. Pourtant, selon eux, tout le monde doit participer à l'effort. En moyenne, les pensions des retraités de la fonction publique s'élèvent à 330 000 francs mensuels. Si les pensionnés ne sont pas tous égaux, c'est-à-dire que dans la fonction publique, il y a des petites pensions et il y a des pensions plus confortables, pour nous, c'était important qu'ils participent aussi à l'effort. Tout le monde doit participer à hauteur de ses moyens. Il y a un risque de fractionner la population des assurés, des cotisants et des pensionnés. Adapter le taux de cotisation sur les pensions en fonction des niveaux de revenus, sûrement une piste de réflexion pour les réformes à venir. Le Congrès entend pérenniser le régime de retraite pour 10 ans. Les stylos et les cahiers ont laissé place à des plateaux repas équilibrés. Dans le réfectoire, 2 classes de 6e participent à cette première opération, petit déjeuner au collège de Caméré. Joséphine, est-ce que toi le matin tu as l'habitude de prendre un petit déjeuner? Non. Le matin, est-ce que tu prends des petits déjeuners? 2 fois dans la semaine. Comme Gabriel et Joséphine, beaucoup d'enfants ne prennent pas de petit déjeuner avant de venir en cours. Un problème relevé par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté du collège, qui a décidé de sensibiliser les élèves de 6e à cette problématique. Objectif, que les jeunes adoptent ce comportement dès l'entrée au collège. On démarre le matin à 7h30 et au fil de la matinée, la concentration devient de plus en plus compliquée. Les élèves sont fatigués, ils ne sont plus à même de pouvoir prendre les cours, d'être vraiment actifs dans les apprentissages. Et donc au cours de la matinée, on arrive à 11h où c'est compliqué. Quand c'est la dernière heure du matin, on sent les enfants moins concentrés sur le travail, donc plus d'agitation. Le travail est plus compliqué pour les enseignants. Au-delà de la fatigue, le fait de ne pas prendre de petit déjeuner peut avoir d'autres conséquences. Ne pas prendre son petit déjeuner très souvent entraîne du grignotage parce qu'on a faim, on a du mal à tenir jusqu'au repas du midi et on sait que le grignotage favorise très largement le surpoids, l'obésité. En Nouvelle-Calédonie, nous avons 4 jeunes sur 10 de 12 ans qui sont en surpoids ou obèses. Manque d'appétit, manque de temps ou encore manque d'argent, nombreux sont les motifs exprimés par les collégiens quant à la non-prise de petit déjeuner. La délégation de l'Avenir en Confiance ira à Paris avec 8 participants. Thierry Sonta, Sonia Baquès, Pierre Frogier, Gilles Brial, Virginie Ruffnac, Willy Gatouaou, Brieux Frogier et Alcide Panga. Le groupe part avec une volonté de discussion avec l'ensemble des partenaires et connaître l'implication de l'État dans le dossier calédonien. Ils souhaitent avoir des échanges pragmatiques avec tous les partenaires et réaffirmeront leur volonté d'un 3e référendum le plus tôt possible. La délégation de l'Union calédonienne répond à l'invitation du Premier ministre avec 9 participants.
Daniel Goa, Rocco Amitan, Gilbert Thuyenan, Jacques Lallier, Michael Forest, Pascal Sawa, Ronald Frère, Jean-Raymond Postic et Thierry Bollot. Le parti l'a annoncé hier lors de sa commission exécutive. Ils iront à Paris pour écouter ce que l'État aura à dire. Pour l'UC, l'accord doit être mené à son terme. Elle maintient sa position quant à la tenue d'un référendum en 2022 avec la même question binaire. Calédonie Ensemble se rend à Paris avec 3 participants, Philippe Dunoyer, Philippe Gomez et Gérard Poidja. Ils partent assez pessimistes car l'UNI n'y va pas et l'UC ira mais ne participera pas aux négociations. Pour eux, c'est la possibilité de donner une ultime chance aux partenaires de l'accord. Ils espèrent ouvrir sérieusement les discussions pour un nouveau projet qui permettrait de transformer un référendum binaire en référendum de projet partagé. L'éveil océanien, aussi invité par l'État, a confirmé la présence de Milakolo Tukumuli et Vaimua Muliava. Le parti se concentre sur l'après-référendum, dans quoi s'engagent le oui et le non. Pour Génération NC, Nicolas Mesdorf s'envolera avec un esprit constructif. Le jeune parti a pour objectif de sortir de l'accord de Nouméa avec des solutions concrètes. Génération NC est pour la tenue d'un 3e référendum le plus tôt possible, car cela conditionne les discussions pour la suite. J'ai 19 ans. Moi, j'ai fait un bac ST2S. Le chronomètre est lancé, les étudiants de BTS sanitaire et social du lycée Anova ont 10 minutes pour convaincre les professionnels. L'objectif, décrocher un précieux stage de fin d'études d'1 mois et demi dans l'une des structures sociales du pays, mais surmonter son stress, se présenter, faire valoir ses qualités, plus facile à dire qu'à faire. Je suis surtout stressée, comme c'est une première pour nous. C'est très stressant, mais ça va, ils ont su nous mettre à l'aise. Et je pense que c'est vraiment intéressant ce que les profs ils ont proposé. Ça nous aide aussi à avoir plus confiance en nous et à nous relâcher. L'exercice du speed dating doit permettre à ces jeunes professionnels de se préparer aussi au monde du travail. Ça reste quand même des jeunes adultes en devenir. Ils ne sont pas forcément à l'aise. C'est très compliqué d'identifier les qualités pour qu'ils puissent se vendre un maximum en fait, auprès de la structure. Des professionnels de tout le pays se sont déplacés pour rencontrer peut-être leurs futurs stagiaires. Le premier bilan semble très positif. Toutes ont su faire valoir leurs forces et admettre aussi leurs faiblesses. Et c'est un petit peu compliqué de faire un choix là. J'avoue que je n'avais pas prévu de me retrouver dans cette situation. Après les entretiens, les professionnels vont prendre le temps de la réflexion. Les stages doivent commencer début juillet. Diplômé d'un CAP pâtisserie, Patrice Faure passera par l'école militaire Saint-Cyr pour entamer une carrière dans l'armée, puis dans les forces spéciales, puis à la DGSE, jusqu'à occuper les fonctions d'adjoint au chef de cabinet militaire du ministère des Outre-mer de 2004 à 2006. Compte tenu des enjeux politiques de la Nouvelle-Calédonie, ce poste sensible devait être occupé par une personnalité qui ait de l'expérience des Outre-mer, d'après le Conseil des ministres. Actuellement préfet du Morbihan, il a auparavant effectué sa mission de directeur du cabinet du préfet de Mayotte en 2008, puis deviendra chef de cabinet du secrétaire d'État des Outre-mer Yves Gégaud sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ses interlocuteurs de l'époque le considèrent comme un homme de dialogue, une qualité qui va lui être nécessaire à la vue des missions qui l'attendent en Nouvelle-Calédonie, telles que la préparation du 3e référendum.